Michel Topman, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel Haïk. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler de la personnalité de Jacques Chirac, une personnalité politique que vous avez bien connue puisque on peut dire vous l'avez suivi durant une partie de votre carrière journalistique. Alors racontez-nous d'abord votre première rencontre avec lui puisque ça remonte à longtemps. Alors, écoutez, je l'ai suivi évidemment comme beaucoup de journalistes français. Ma particularité, c'est que au début des années 80, j'étais très jeune journaliste, j'avais 25 ans, à France 3 Limousin, donc dans le fief de Jacques Chirac, puisqu'à l'époque, il était député de la Corrèze. Il était aussi maire de Paris. C'était à la fois, et c'est intéressant d'ailleurs, l'incarnation de la ville et de la campagne. C'est peut-être ça aussi ce qui a fait la personnalité de Jacques Chirac et son côté consensuel. Il représentait toutes les couches de la population. En tout cas, il voulait le représenter. Donc moi, je l'ai rencontré la première fois en Corrèze. Ça doit être en 83. Il était dans l'opposition à l'époque, puisque la gauche venait de gagner les élections en 81. Et l'effet qu'il m'a fait, c'est l'effet qu'on voit dans les films, dans le film de Depardon, par exemple, c'est cette espèce de tornade. Le bulldozer. Un bulldozer, hein. C'était une inauguration de la Fondation Claude Pompidou, donc la veuve du président Pompidou, dont Jacques Chirac était très proche. Et donc, moi, j'attendais avec les autres journalistes, et puis avec la population locale. Il y avait peut-être quelques dizaines de personnes qui attendaient Jacques Chirac, donc des gens qui l'adoraient, hein, véritablement. Il était adoré là-bas. Et lorsqu'il est arrivé, il a commencé à embrasser tout le monde. Ça m'a surpris. Il prenait les enfants sur les épaules, il embrassait les grands-mères, et il tutoyait tout le monde. À toi, comment vas-tu? Toi, qu'est-ce que tu deviens? Et il avait une mémoire assez extraordinaire, ça c'est ce qui fait la différence entre les grands fauves politiques et les autres, de chaque électeur. Hein, il connaissait, ou il faisait semblant de connaître chacun. Hein, et puis il arrive devant moi, il me dit, toi, comment vas-tu? Alors, je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, je suis Michel Topman, le journaliste FR3 Limoges. Il me dit, c'est pas grave, et il me dit, je suis content de vous retrouver. En fait, je l'avais jamais vu, mais il avait cet aplomb qui faisait que chacun, face à lui, avait l'impression d'exister. Hein, et donc, cette chaleur humaine, cette empathie qu'il avait, ou qu'il feignait d'avoir, je pense que c'était les deux. Hein, il aimait les gens. Et pour faire de la politique, il faut aimer les gens, et en même temps, il en jouait. C'est-à-dire qu'il en jouait du point de vue de sa communication, de son personnage. C'était ça, Jacques Chirac, que j'ai connu donc dans la cinquantaine, dans la force de l'âge. Cet homme très grand, très fort, très dynamique, et c'est ça l'image qui me reste de Jacques Chirac. Voilà. Alors, Jacques Chirac, si vous devriez mettre un point majeur dans sa carrière, quel a été, on va dire, son poste déterminant? Est-ce que la mairie de Paris a véritablement donné sa dimension? Ou alors déjà, lorsqu'il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, il était déjà considéré quelque part comme un des grands leaders en France? Vous savez, il a tout été. Il a été à tous les postes de la République. Il y a deux hommes politiques français du XXe siècle qui ont brillé par leur longévité. C'est François Mitterrand, qui est secrétaire d'État dans le gouvernement provisoire du général de Gaulle en 1944 et qui est président de la République jusqu'en 1995, donc 51 ans de vie publique pour François Mitterrand, et Jacques Chirac, qui est conseiller du président Pompidou en 1960, du Premier ministre Pompidou, en 1962, qui est secrétaire d'État à l'emploi en 1967 du général de Gaulle et du Premier ministre Pompidou, et qui est encore président de la République 40 ans après, en 2007. Donc, ce sont des longévités politiques extraordinaires dans la durée. Vous savez, Jacques Chirac, il a dirigé le pays plus longtemps que François Mitterrand à la tête de l'exécutif. Oui. Il a été président de la République pendant 12 ans, et il a été Premier ministre 2 fois 2 ans, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand, donc ça fait 16 ans. Alors, c'est l'homme politique français qui a été le plus longtemps à la tête de l'exécutif depuis Napoléon III. Donc, Jacques Chirac, c'est une longévité extraordinaire. Il a été président du Conseil général de la Corrèze, maire de Paris, député de la Corrèze. Il a été ministre de l'Intérieur, voilà, Premier ministre de la République. Il a occupé tous les postes. Et peut-être cette caractéristique, c'était avant le non-cumul des mandats, c'était un grand cumulard de mandats à l'époque, comme beaucoup d'hommes politiques de cette génération, et il était à la fois, il avait un pied en Corrèze et un pied à Paris.
Oui. Alors, nous allons parler tout à l'heure avec notre second invité, David de Rothschild, qui est le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de la relation entre Jacques Chirac et la communauté juive, également l'État d'Israël. Mais je voudrais avoir votre avis sur la question, parce que, bien entendu, vous aussi, vous êtes proche de ce qui se passe en Israël et vous étiez proche aussi de la communauté en France. Comment expliquer, justement, on va dire, ce paradoxe? Jacques Chirac, qui apparemment avait des relations extrêmement étroite avec la communauté juive française, en particulier la communauté juive parisienne, durant son mandat en tant que maire de Paris. Et d'un autre côté, on va dire, on va dire cette relation plutôt glaciale avec l'État d'Israël qui s'est, on va dire, détériorée, en particulier pendant la seconde intifada. Comment vous expliquez cela ? Alors, vous savez, depuis hier, on parle beaucoup d'un épisode qui est celui de la fameuse visite de Jacques Chirac en 1996 à la Vieille-Ville, où il dit au service de sécurité israélien, laissez-moi passer, sinon vous voulez que je reprenne mon avion pour Paris. Hein. Mais il y a autre chose, il y a un autre épisode dont on parle moins, c'est celui de la visite de Lionel Jospin en Israël en 2000. Oui. Lionel Jospin est alors le premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac. Donc il a été caillassé. Il est caillassé, il est vraiment caillassé. J'ai revu les images tout à l'heure. Oui. C'est très spectaculaire. C'est-à-dire que à Birzeit, des militants islamistes palestiniens le caillasse, il aurait pu être tué, tout simplement parce qu'il a fait une déclaration dans laquelle il a dit que le Hezbollah était terroriste. Ouais. Et ce qui est intéressant, et bon, Lionel Jospin avait raison, c'est une évidence, le Hezbollah est une organisation terroriste, mais ce qui est intéressant, c'est que Jacques Chirac, qui était le président de la République française, loin d'être solidaire de son Premier ministre qui avait été caillassé, l'a convoqué lorsqu'il est revenu à Paris, et a condamné ses propos. Et les leaders, comme Alain Juppé ou d'autres de la droite de l'époque, c'est-à-dire les proches de Jacques Chirac, ont condamné Lionel Jospin pour avoir remis en cause l'équilibre et la neutralité à laquelle la France se devait au Proche-Orient. Et je pense que tout est dans cet épisode. Jacques Chirac n'était pas du tout sympathisant du Hezbollah. Jacques Chirac n'était pas quelqu'un qui voulait la destruction de l'État d'Israël. Mais il y avait cette tradition gaulliste dans laquelle il s'est inscrit, qui est depuis le tournant de 1967, qui est quand même plutôt favorable aux pays arabes. Hein. Globalement, plutôt favorable aux pays arabes. Il y a avant tout aux Irak, bien sympathie pour les Juifs. Oui, alors justement, il y a avant tout aux Irak, on se souvient donc du rôle déterminant joué par Jacques Chirac dans l'acheminement, enfin dans la création de cette centrale nucléaire irakienne aux Irak, qui a été détruite par l'armée de l'air israélienne en juin 1981. C'est tout de même assez important. Il était ami, il faut le rappeler, peut-être avec Saddam Hussein, non ? Oui, alors il avait des relations chaleureuses avec Saddam Hussein, avec le Tunisien Ben Ali, avec Hafez El-Assad, le père du président syrien actuel, qui n'a peut-être pas eu avec les dirigeants israéliens. Hein. Il y a quelque chose là qui est réel, et il y avait une on me rappelait Michel, la manière presque humiliante avec laquelle il avait reçu Ehud Barak au tout début de l'intifada en 2000, sans même le raccompagner sur le perron de l'Élysée. Il y avait quand même quelque chose de très glacial dans sa relation avec Israël. Pourquoi ? Oui, il y avait quand même l'idée que que dans cette volonté d'équilibre, la France, très attachée aux résolutions de l'ONU, hein, ça c'est la politique du Quai d'Orsay depuis toujours, la France était quand même plutôt du côté du plus faible, plutôt du côté de la victime, et en l'occurrence des Palestiniens. On l'a vu lors de la deuxième intifada, où la France a manifesté une sympathie, plus de sympathie pour Arafat, retranché retranché à Ramallah, sous les coups de l'armée israélienne que pour les victimes des attentats palestiniens en Israël. Donc il y avait ce deux poids deux mesures qui n'excluait pas une position ferme pour l'existence d'Israël, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, mais avec toujours ce dogme de deux États vivant en paix côte à côte. Et puis il y a une sympathie pour les Juifs français qui est réelle, une amitié réelle avec le rabbin Corsia, qui n'était pas encore grand rabbin de France. Hein, il y a des liens avec un certain nombre de personnalités juives qui sont réels, mais il y a peut-être tout au fond de cela, et là j'essaye d'interpréter, il y a quelque chose de très français,
qui est que le judaïsme est une religion, que les juifs adeptes de cette religion ont toute leur place en France comme citoyens français, mais que la notion de peuple juif et le retour du peuple juif sur sa terre et l'établissement d'un État-nation juif est quelque chose quand même qu'en France on a du mal à comprendre, hein, Jacques Chirac comme d'autres de ce point de vue-là. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui de Jacques Chirac, mais c'est vrai que, bon, si on compare avec ses prédécesseurs, vous savez, on oublie que Giscard d'Estaing, qu'avant François Mitterrand, aucun président français ne s'est rendu en Israël, et Giscard d'Estaing, lorsqu'il est allé en Jordanie, en 1980 ou 81, avant l'élection présidentielle, il a regardé Israël à la jumelle. C'est ce qu'on lui a reproché. Oui, hein. Oui. Donc, on revient de loin du point de vue des relations entre la France et Israël. Alors, mais la sympathie qu'on a eue par la suite de la part de Nicolas Sarkozy et de François Hollande à l'égard d'Israël n'existait pas du temps de Jacques Chirac. Comment restera-t-il comment s'inscrira-t-il, on va dire, dans l'histoire de la France, Jacques Chirac, d'après vous? Ben écoutez, lorsque quelqu'un décède, on doit dire du bien de lui, et c'est vrai que il est normal de retenir le positif. Mais en tant que journaliste, et là vous m'invitez à faire une analyse quand même de Jacques Chirac, Jacques Chirac comme François Mitterrand, 14 plus 12, 26 ans de règne, l'un et l'autre ont été des hommes qui connaissaient très bien la France, hein, par le plus petit chemin vicinal, qui étaient des hommes du terroir, même si c'était pas des paysans, mais qui étaient enracinés dans des circonscriptions rurales, et puis qui finalement en avaient conclu qu'il fallait éviter de faire des grandes réformes et de bousculer la population française. Et d'ailleurs, hier, j'ai été très frappé par une déclaration de François Fillon. Vous savez, François Fillon, qui a fait campagne quand même pour des réformes libérales radicales, plus radicales que celles d'Emmanuel Macron, et qui a dit quelque chose d'assez autocritique, peut-être. Il a dit finalement, Jacques Chirac connaissait peut-être mieux que tout le monde la France et le peuple français, et c'est peut-être pour ça qu'il avait compris qu'il était difficile de le réformer. Mais disons que pour résumer les choses, on dit souvent que la France a pris du retard sur le plan économique, sur le plan de son adaptation à la mondialisation. François Mitterrand et Jacques Chirac, finalement, ont maintenu un certain statu quo en évitant de faire des vagues. Et François Mitterrand en avait fait dans les premières années de son premier septennat, puis après il était devenu beaucoup plus consensuel. Et finalement, il y a quand même eu un certain immobilisme de la part de Jacques Chirac. Alors depuis hier, on dit qu'il aimait beaucoup la France et les Français, mais il n'avait pas vraiment envie de bousculer leurs habitudes. Voilà. Alors après, c'est l'histoire qui le jugera. Hein, c'est l'histoire qui le jugera. Au moment de son départ, au moment où il quitte la vie, je crois aussi qu'il faut dire une chose sur l'homme privé. Hein, moi, je n'ai pas connu l'homme privé, je l'ai connu, j'étais un journaliste. Il faut tout de même rappeler, on l'a pas dit, mais on va le dire parce qu'on va en parler tout à l'heure avec David de Rothschild. Il y a eu cette reconnaissance officielle, ce 16 juillet 95, avec sa reconnaissance officielle de la responsabilité de la France dans la Shoah. Oui, grande empathie pour les Juifs de France, hein, et peu de sympathie pour Israël, voilà. Hein. Voilà. Donc c'est un président français, comme beaucoup de présidents français. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, je vais quand même parler de l'homme privé. C'est un homme qui a vécu à travers la politique, qui n'était que politique, qui n'a fait que de la politique toute sa vie, comme François Mitterrand, comme Nicolas Sarkozy, hein, comme François Hollande. On ne devient pas président de la République comme ça. Mais c'était sur le plan privé, c'est un homme qui avait une vie qui a beaucoup souffert. Emmanuel Macron est tout de même devenu président de la République presque comme ça. Ouais. Mais ça, c'est nouveau. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que Jacques Chirac avait une souffrance intérieure à cause de sa fille qui était malade, et une empathie pour les faibles, pour les personnes malades, pour les handicapés, qui était certainement liée à cette expérience personnelle extrêmement douloureuse dont il ne parlait jamais en public. Mais sa fille aînée, qui est décédée il y a peu de temps, il y a 2 ans, c'est quelqu'un c'était une jeune femme brillante qui a été atteinte par la maladie à 20 ans ou dans la vingtaine d'années. Et pendant tout le reste de son existence, Jacques Chirac et son épouse ont porté cette jeune femme qui est devenue une femme adulte et qui n'a jamais pu avoir une vie normale. Et donc il y avait une souffrance personnelle
incommensurable et indicible dont il ne parlait pas en public, mais qui pesait beaucoup sur son comportement. Et c'est vrai que la politique était une espèce d'exutoire personnel dans lequel il excellait. Hein. C'était vraiment un fauve politique, peut-être très doué pour conquérir le pouvoir, comme Mitterrand. C'était des orateurs, des gens qui... J'ai assisté à des meetings de Chirac. Hein. Il emportait les foules. Il était capable de tenir tous les discours, puisqu'il a été tantôt radical socialiste, tantôt très libéral. Hein. Il devient Premier ministre en 86 sur les thèses thatchériennes et reaganiennes. Et puis en 95, il devient président de la République sur les thèses de Philippe Séguin, qui étaient des thèses social-démocrates, des thèses de gauche. Hein. On peut dire que c'était le dernier des néo-gaullistes, des gaullistes officiers véritables de la France. Alors écoutez, les vieux gaullistes... Justement, vous parliez de Philippe Séguin, dont vous avez écrit la biographie. Vous entendrez. Ben oui, mais les vieux gaullistes, vous entendrez, Daniel Haïk, qui se retourneraient dans leur tombe. Oui, parce que justement, pour les gaullistes, Chirac incarnait le renégat. C'est une longue histoire. Chirac, c'était... On le qualifiait de néo-gaulliste, hein, non ? Oui, mais il était d'abord pompidolien avant d'être gaulliste. Oui. Hein. Il a fait ses classes dans l'ombre de Georges Pompidou. Il a fait ses classes en Corrèze dans l'ombre de Charles Spinasse, ancien ministre de Léon Blum, socialiste, qui avait voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc c'était un homme qui, comme Mitterrand d'ailleurs, n'avait pas des convictions idéologiques très très ancrées, mais qui pouvait finalement rassembler parce qu'il pouvait picorer à gauche et à droite. Mais les gaullistes le considéraient comme un renégat. C'est lui qui a trahi Chaban-Delmas, le gaulliste, le candidat gaulliste en 1974 pour rallier Giscard d'Estaing. C'est lui aussi qui a précipité la chute de Giscard d'Estaing en 81 en soutenant en sous-main François Mitterrand. Et c'est vrai que Georges Pompidou, qu'il vénérait, hein. C'était comme un père spirituel, il y avait des liens d'affection très forts entre Chirac et Pompidou. C'est Pompidou qui l'a repéré, qui l'a pris comme conseiller, puis qui l'a nommé au gouvernement. Pompidou était considéré par les gaullistes de la résistance comme un traître, parce que Pompidou n'avait pas résisté pendant la guerre. Il était professeur d'Hippocagne à Henri IV. Voilà, c'était un attentiste, c'était pas un collaborateur, mais il y avait un contentieux très fort qui fait que Chirac ensuite s'est réclamé du gaullisme, mais qui n'était pas considéré comme un gaulliste pur jus. Puis d'abord, il était d'une autre génération, il est né en 1932, donc il n'a pas participé au fait d'armes du gaullisme. Eh bien, Michel Taubman, merci beaucoup pour nous avoir bien brossé le portrait de Jacques Chirac. Le président de la République est décédé hier à l'âge de 86 ans. Merci d'avoir été avec nous. Et je rappelle que dans quelques instants, tout de suite après la revue de la presse, nous aurons le plaisir d'être avec David de Rothschild au téléphone pour essayer d'analyser, on va dire, plus profondément un angle dont on a parlé tout à l'heure, sa relation avec la communauté juive de France et également avec l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et Shana Tova, merci, Michel. Daniel. Shana Tova à vous aussi.